Redouane a revu toute sa tactique à la suite de sa malheureuse expérience. La veille de son départ pour Alger, nous avons une longue conversation à ce sujet. On s'en sortira jamais si on persiste dans cette voie, me confie-t-il. Je pense que la politique de la main tendue a rendu l'âme. Je n'aurais pas cru rencontrer autant de résistance et autant d'indifférence à notre programme. Et les ouvriers, tu as vu ça? Ils ne pensent qu'à l'argent qu'on vient leur réclamer. Tu m'étonnes, Redouane. Tu ne t'attendais tout de même pas à ce que les gens t'accueillent avec des gâteaux. Dès que tu viens les déranger dans leur tranquillité, aussi misérable soit-elle, c'est partout la même chose. Rappelle-toi en Italie ou en France, la population s'est réveillée à l'espoir de la liberté 2 jours seulement après notre arrivée. Les gens ne manifestent leurs convictions et ne prennent des risques que lorsque l'espoir leur gratte les pieds. C'est humain. Reviens à la réalité, mon frère. La liberté passe après, car la routine a la priorité sur elle. Maintenant, les gens savent ce qu'ils ont, et ils ont peur de le perdre en s'engageant dans un rêve. N'empêche, ce comportement est absurde. Si nous l'acceptons, nous serons amenés à combattre sur 2 fronts, et c'est inacceptable. Nous ne disposons pas d'une éternité devant nous pour convaincre le peuple de nous suivre. Si nous avions adopté une autre stratégie, la question se poserait différemment. Là, il s'agit de refuser notre suicide. Crois-tu sincèrement que tu allais échapper aussi facilement aux obligations de la guerre révolutionnaire? La seule garantie de réussite réside dans l'adhésion massive du peuple. Et encore, je suis optimiste en disant ça. Je ne sais pas si ce sera une condition suffisante pour éviter au FLN de se faire écraser par l'armée française. Je ne vois qu'une solution, l'imposer rapidement au peuple. Ça veut dire que toute personne qui refusera d'apporter son concours à la cause devra être sanctionnée. Et puis il faudra mener une guerre implacable aux autres mouvements, car ils n'accepteront pas de s'effacer pour la bonne cause. As-tu songé qu'il sera nécessaire d'en descendre quelques-uns à titre d'exemple? Je le sais, Youssef. J'aurais souhaité que cela n'arrive jamais. Et les pauvres ouvriers qui se retrouvent mieux dans l'échiquier du domino que celui de la politique, que comptes-tu faire s'ils refusent de payer leur contribution à l'effort de guerre? Tu vas les tuer? Ne raisonne pas ainsi, Youssef, parce qu'il serait impossible d'avancer. Es-tu d'accord avec moi pour dire qu'il faut obtenir l'indépendance de notre pays? Bien entendu. Es-tu d'accord avec moi pour dire que nous avons épuisé toutes les solutions légales? Bien entendu. Es-tu d'accord avec moi pour dire que la guerre révolutionnaire est notre dernier recours? Oui, faute d'entrevoir une autre solution. Alors, il faut accepter d'en payer le prix. Nous avons déclaré la guerre à l'envahisseur et nous devons en supporter les conséquences. Nous devons établir une zone de démarcation. D'un côté les résistants et de l'autre les collaborateurs. Nous devons agir comme un État en situation de guerre. Les Français n'ont pas fait autre chose lorsque les Allemands occupaient leur pays. Chaque citoyen français était dans l'obligation d'apporter sa contribution à la défense du pays. Il n'y avait aucune excuse valable pour échapper à ses devoirs patriotiques. À la Libération, tous les collaborateurs ont été poursuivis et sont passés devant les tribunaux. Nous devons faire la même chose. Tout refus d'aider la Révolution équivaudra à un acte de trahison et sera puni en conséquence. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes entrés dans la clandestinité et de ce fait, nous serons certainement conduits à être encore plus intransigeants. Et les Européens, vous avez songé à eux? Tu essaies chaque fois de me coincer, mon frère, mais tu n'y parviens pas. Tu ne parviendras pas. Pour les Européens, la question a été tranchée. Ils seront les bienvenus dans notre mouvement s'ils se soumettent à la volonté de la majorité. Nous ne ferons aucune discrimination à leur égard.
mais nous abolirons tous les privilèges liés au colonialisme. Notre projet n'est et ne sera jamais un système colonial inversé. Je peux même te dire que nous sommes allés plus loin encore dans la réflexion. Nous avons débattu aussi d'une autre minorité, les Juifs, dont quelques-uns déjà sont dans nos rangs. Ce ne sont pas des pieds noirs, puisqu'ils vivent en Algérie depuis la nuit des temps. Ils sont algériens autant que toi et moi. Seulement, certains de nos frères n'acceptent pas qu'ils dépendent d'Israël. Israël est un État colonialiste, au même titre que la France. Les Israéliens ont pris les terres de nos frères palestiniens et les ont chassés de leur pays. Les Palestiniens sont persécutés et on ne peut pas tolérer cela. Notre mouvement est un mouvement anticolonialiste et nous devons être intraitables sur ce sujet et sur ce point. Ce sera dur, Redouane, très dur. N'en doute pas un seul instant, mon frère. La guerre révolutionnaire peut faire des miracles. Nos camarades vietnamiens ont remporté une éclatante victoire sur le colonialisme français à Dien Bien Phu. Nous aussi, nous devons déplacer les montagnes. Le colonialisme nous a maintenus dans le Moyen Âge. Remonter le temps sera difficile. Pour cette raison, nous devons lutter, unis, comme les doigts de la main. Quelques mois après le passage de Redouane à Marseille, le mouvement d'adhésion des Algériens de notre ville au FLN s'est enclenché. Les militants du FLN ont commencé à nettoyer la place et à mener une efficace action de conversion. Pour les farouches récalcitrants, ils ont employé les grands moyens, opérations d'intimidation et de représailles en tout genre. Ces méthodes ont produit leur effet rapidement. C'est par dizaines que les gens adhèrent à l'organisation. L'impôt révolutionnaire calculé sur la base du revenu individuel fait son apparition. Malgré ces succès, les militants du Front sont confrontés régulièrement aux violentes réactions des autres mouvements nationalistes. Les altercations se terminent souvent par de sanglantes bagarres. Moi-même, je suis entré dans le réseau comme simple adhérent et je cotise de bonne grâce à cet impôt révolutionnaire. Les mandats que je fais parvenir à la famille sont amputés de moitié, mais c'est la seule manière qui m'est donnée de soutenir notre cause. Pour la plupart des immigrés, le FLN n'exige rien d'autre, sinon cette contribution financière, somme toute acceptable. D'une certaine manière, nous pouvons nous estimer privilégiés en ne payant pas de notre personne. La guerre de libération, en effet, apporte peu de bouleversements dans notre vie quotidienne, contrairement à nos frères restés au pays qui doivent exécuter des opérations militaires. En tout et pour tout, nous participons à quelques réunions clandestines. C'est dans ces réunions animées que des responsables du FLN que nous débattons des problèmes matériels, que nous commentons les opérations menées sur le territoire national et que nous recevons les consignes et les orientations du front. Le FLN est cloisonné de telle façon qu'en dehors de notre responsable hiérarchique direct, nous ne connaissons personne d'autre. On imagine grosso modo quelques-uns des éléments de l'organisation du front dans notre région, mais nous ne saurions dire qui occupe telle fonction ou qui a la responsabilité de ceci ou de cela. Le secret et le cloisonnement du mouvement constituent la base élémentaire de la sécurité du FLN. Si par malheur un militant est arrêté, il ne peut dévoiler que ce qu'il sait, c'est-à-dire pas assez pour que l'organisation puisse être démantelée. Nous changeons à chaque fois le lieu de nos réunions. Nous faisons des détours invraisemblables pour nous assurer que nous ne sommes pas suivis. Nous respectons aussi une série de mesures de sécurité dans notre vie quotidienne. Interdiction formelle de parler de politique en famille. Un enfant peut entendre et en parler à l'école. Il en va de même sur notre lieu de travail, où nous ne devons répondre à aucune provocation ni engager de polémique à propos des événements survenant en Algérie. Nous avons enfin ordre de ne pas nous exprimer sur le sujet dans les lieux publics sous aucun motif.
Bien des frères d'ailleurs ont été sévèrement rappelés à l'ordre pour avoir enfreint cette règle. Nos instructions sont de nous faire remarquer nulle part. Ainsi, nous devons faire preuve d'une régularité exemplaire dans notre travail. Les consignes sont de ne jamais arriver en retard, ni manquer une seule fois. Les absences peuvent laisser croire que nous avons des activités illégales et nous attirer des ennuis avec la police. Tous les frères inactifs doivent travailler pour ces mêmes raisons. Certains militants syndicaux français, acquis à notre cause, refusent de nous mettre en première ligne lors des conflits sociaux. Chaque membre du FLN est expressément invité à demander une autorisation s'il souhaite effectuer un voyage au pays. L'organisation peut en effet lui demander de transmettre des informations ou de transporter un colis. La révolution est omniprésente dans notre vie. Elle gère notre vie publique et fait partie de nos préoccupations quotidiennes. Depuis qu'il sait que je suis un sympathisant du FLN, Joachim ne me lâche plus d'une semelle. Il est constamment derrière moi pour savoir si je n'ai pas d'ennui avec la police. Il nous a fait apprendre par cœur, à ma femme et à moi, le nom et l'adresse d'un de ses avocats amis. D'autre part, il m'a donné l'adresse d'un médecin que je ne dois rencontrer en aucune manière en dehors de problèmes très graves avec la justice. Ce médecin acceptera de m'héberger le temps qu'il faudra, si je dois me soustraire à la police. Je ne sais comment Joachim a procédé, mais il m'a préparé des faux papiers et a bloqué une grosse somme d'argent qui m'aidera à sortir du pays en cas de force majeure. Il a poussé les précautions jusqu'à mettre au point, dans ses moindres détails, l'organisation de mon éventuelle fuite vers l'Italie. Tu comprends, me dit-il alors, que nous déjeunons chez moi un dimanche. On nous a planté un couteau dans le dos durant la Révolution. Quand nous avons perdu, nous nous sommes retrouvés dans la situation d'un chien qui a attrapé la gale. Nous nous serions mis à genoux pour que la France ne nous expulse pas. J'ai pleuré des jours entiers comme une femme. Ne crois pas que c'était parce que je me sentais humilié de mendier la liberté, de mendier notre nourriture quotidienne, ou parce que nous étions parqués dans des camps entourés de barbelés. Non, Youssef, j'ai pleuré de ma bêtise, de mon imprévoyance, de ma suffisance révolutionnaire, qui m'a conduit à être relégué au rang d'un criminel de droit commun. En combattant ces saletés de troupes franquistes, mes camarades et moi avions investi toutes nos forces, toutes nos énergies intellectuelles dans la bataille. Personne n'envisageait sérieusement la défaite, encore moins l'après-défaite. Et cela, Youssef, c'est de la vanité, c'est de l'irresponsabilité. C'est impardonnable de la part d'un révolutionnaire et criminel de la part d'un responsable révolutionnaire. Un révolutionnaire digne de ce nom doit envisager toutes les solutions. Tu m'entends, Youssef? Toutes les solutions, même les plus dégradantes. Le droit à la liberté est un objectif. Parfois nous nous approchons, parfois nous nous en éloignons. Dans ce dernier cas, il faut savoir se préparer à prendre d'autres chemins. Je pensais qu'il n'y avait qu'une route facile et enivrante, mais pour un peu d'ivresse, nous avons récolté l'enfer de l'humiliation. À cause de notre légèreté, des milliers de camarades sont allés dans des camps qu'ils n'auraient jamais dû connaître. Ils ont appris la honte d'être un être humain, la honte de se réveiller le matin en s'inquiétant de savoir sur quelle distance il faudra ramper. La misère est préférable au déshonneur, car un pauvre conserve toujours sa dignité. Tu combats le colonialisme et tu as raison. Malgré notre amitié, j'aurais été déçu que tu te désintéresses de ce qui se passe dans ton pays. Tu fais en quelque sorte ce que j'ai fait dans mon pays, lutter contre l'oppression. Que cela ne t'empêche pas de conserver ta liberté de conscience. En préparant l'avenir de ton pays,
tu te dois de consolider celui de tes proches. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.